Chapitre 1. Le visiteur de Morcombe. Halls était un après-midi gris et lugubre lorsqu'Hercule Poirot, le détective belge de renommée mondiale, a été interrompu dans son arrangement méticuleux d'un bol d'orange et de citron sur la table d'appoint de son appartement immaculé de Whitehaven Mansions. Dehors, le ciel promettait de la pluie, et à l'intérieur, tout était soigneusement en ordre, comme Poirot le préférait. Il se retourna avec un froncement de sourcils légèrement agacé lorsque son valet de chambre, Georges, frappa discrètement à la porte du salon. « Il y a une dame pour vous voir, monsieur », annonça Georges de sa voix égale et sans émotion. Elle dit qu'elle s'appelle Miss Delphine March. Les sourcils de Poirot s'arquèrent. Miss March? Je ne connais pas son nom. Est-elle en détresse, Georges? Elle semble agitée, monsieur, même si elle le porte bien. Alors, bien sûr, faites-lui entrer. Georges se retira et, en un instant, fit entrer une grande femme d'une trentaine d'années, élégamment habillée. Ses vêtements étaient chers, mais sobres. Un manteau de voyage vert foncé avec des bordures en velours, des gants assortis et un petit chapeau à plumes qui avait connu des jours meilleurs. Ses yeux, sombres et agités, parcoururent la pièce avant de finalement se poser sur Poirot. « Monsieur Poirot ?» dit-elle en s'avançant et en lui tendant une main gantée. « Je dois m'excuser d'être arrivé à l'improviste. Je m'appelle Delphine March. Je viens de Morcombe Hall. » Poirot lui prit délicatement la main et inclina la tête. « Enchanté, mademoiselle March. »« Je vous en prie, asseyez-vous. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce qui vous amène de la campagne pour perturber un après-midi tranquille à Londres ?» Miss March hésita, comme si elle ne savait pas si elle devait parler ou fuir. Puis elle s'assit, le dos droit, son expression soigneusement contrôlée. « C'est quelque chose d'étrange, monsieur Poirot, quelque chose qui, je le crains, semble stupide, voire fou. Rien n'est stupide si cela vous dérange. S'il vous plaît, commencez. » Elle baissa les yeux et enleva un gant, comme si le fait d'exposer sa main lui donnerait du courage. « J'habite à Morcombe Hall. C'est une vieille maison appartenant à la famille March depuis des générations. Nous ne sommes plus que deux là-bas maintenant, mon frère Lionel et moi. Il est le maître du domaine, mais je gère une grande partie de la maison. » Poirot hocha la tête de façon encourageante. Dans l'aile est, en grande partie fermée, il y a un portrait de notre arrière-grand-tante Isadora March. C'est une vieille peinture à l'huile, sombre et plutôt sévère. J'ai toujours eu la chair de poule quand j'étais enfant, à vrai dire. Elle fit une pause, se mouillant les lèvres. Cela a commencé le mois dernier. Je passais devant la galerie en me rendant aux lingeries, et j'ai cru entendre une voix, des chuchotements, faibles, comme le vent derrière les murs. Mais elle semblait venir de près du portrait. Je l'ai écartée, bien sûr. Poirot se pencha en avant. Et pourtant, cela s'est reproduit? Elle hocha la tête. Plus d'une fois. La dernière fois, il y a 3 nuits, je jure avoir entendu mon nom prononcé. « Delphine », dit-il. Clair comme tout, juste à mon oreille, mais il n'y avait personne. Pas de fenêtres ouvertes, pas de courant d'air. Juste le portrait qui me regardait de l'autre côté de la pièce. Il y eut un silence. Poirot croisa les mains et la regarda attentivement. « Et que pensez-vous, Miss March? Que le tableau est tenté. » Elle eut un rire rapide et nerveux. « Je ne sais pas ce que je crois, mais Lionel, il a changé depuis le début.
Il évite complètement les lestes maintenant. Il est pâle, nerveux. Il marmonne pour lui-même. Et il a pris l'habitude de verrouiller son bureau, ce qu'il n'avait jamais fait. Les yeux de Poirot brillèrent. Et tu penses qu'il sait quelque chose? Oui. Je pense qu'il a peur de quelque chose. Et ça a à voir avec le portrait. Elle se pencha maintenant, l'intensité remplaçant la peur. Je sais que cela semble absurde, mais j'ai le sentiment que quelque chose de terrible va se produire. Poirot se rassit sur sa chaise et croisa les doigts. Mademoiselle, puis-je demander, y a-t-il déjà eu une tragédie associée au portrait auparavant? Pas à ma connaissance, mais je me souviens que notre ancienne gouvernante a dit un jour qu'Isadora March avait des secrets qu'elle emportait dans sa tombe. Elle a dit que le portrait aurait dû être retiré il y a longtemps. Elle nous a quittés il y a des années, marmonnant des malédictions et des chuchotements. En effet, dit lentement Poirot. Et quel est le point de vue de votre frère sur la question? Il refuse d'en parler. Il prétend que j'imagine des choses. Mais ce n'est pas le cas. Je sais ce que j'ai entendu. Poirot se leva, joignant les mains derrière le dos. Alors c'est une chance que vous soyez venu vers moi. Les fantômes, voyez-vous, ne m'effraient pas. Je n'y crois pas. Mais les gens... Ah, les gens et leurs secrets, ça, mademoiselle, c'est une autre affaire. Ses épaules s'affaissèrent de soulagement. Vous viendrez à Morecombe Hall? Avec grand plaisir. Je trouve les vieilles maisons de campagne, en particulier celles avec des portraits chuchotés, très intrigantes. Puis-je demander, est-ce que quelqu'un d'autre réside dans la maison? Seulement le personnel. Madame Belling, notre cuisinière et femme de ménage, et Tom Drury, le jardinier. Ils sont avec nous depuis des années. Madame Belling est fidèle à Lionel. Tom reste seul. Poirot se tapota pensivement le menton. Et le tableau? A-t-il déjà été déplacé ou modifié? Elle secoua la tête. Pas aussi loin que je me souvienne. Il est accroché là depuis des générations. Alors voyons ce qui se cache sous le vernis de l'histoire, n'est-ce pas? Il a sonné George et lui a demandé de préparer un sac. Miss March, visiblement soulagée, proposa de leur réserver une voiture pour les ramener à Morecombe Hall le lendemain matin. Alors que la porte se refermait derrière elle, Poirot se tourna vers la fenêtre. À l'extérieur, les nuages s'étaient épaissis en une brume basse et les premières gouttes de pluie commençaient à couler sur la vitre. « Eh bien, murmura-t-il, un tableau hanté, un frère craintif, un murmure dans le noir. Oui, ça fera très bien l'affaire. » Il ajusta une dernière fois le placement des citrons, la symétrie rétablie, et sourit. Chapitre 2. Ombre à Morecombe. Hall. Lendemain matin, le ciel était brumeux et humide, un brouillard argenté planant sur la ville comme un fin voile. Poirot, impeccablement enveloppé dans un pardessus gris tourterelle, avec un foulard en soie soigneusement rentré autour de son cou, monta dans l'automobile qui l'attendait avec tout le sérieux d'un homme se préparant à rencontrer la royauté plutôt que d'enquêter sur un fantôme qui chuchotait. Miss Delphine March était déjà assise à l'intérieur, ses mains gantées soigneusement croisées sur ses genoux et son expression illisible. Morecombe Hall se trouvait dans le comté de Wiltshire, à environ 70 milles de Londres.
Alors que la voiture filait à toute vitesse à travers des champs verts et des bois sans feuilles, Poirot passait le temps dans un silence pensif, lissant de temps en temps un pli invisible sur ses gants ou consultant sa montre de poche, qui, selon lui, avait 4 minutes d'avance sur ces absurdités de campagne. Ils sont arrivés un peu après midi. Morecombe Hall émergea de la brume tel un géant endormi, un vaste manoir de pierre avec des fenêtres à meneaux, des murs couverts de lierre et une dignité patinée qui parlait de vieil argent et de secrets anciens. Les portes en fer forgé s'ouvrirent en grinçant et la voiture remonta l'allée de gravier. Poirot regarda la maison avec approbation. Une belle structure. Assez vieille pour être fière, pas assez délabrée pour être désespérée. Oui, je pense que cela convient bien à son mystère. Delphine le conduisit à travers les lourdes portes d'entrée en chêne, devant un hall d'entrée majestueux mais légèrement délavé, avec des portraits d'ancêtres morts depuis longtemps qui se dressaient au-dessus d'eux comme des juges silencieux. L'odeur du vieux bois et de la cire de lavande persistait dans l'air. Un escalier haut et étroit montait comme une colonne vertébrale jusqu'aux étages supérieurs, et à travers les arcades, Poirot apercevait des pièces lourdes de tapisserie et de poussière. « Mon frère est dans le bureau, » dit-elle doucement. « Je ne lui ai pas encore parlé de toi. »« Très bien. I prefer it that way. » Une grande servante en uniforme simple s'avança. Son visage était rond, ses yeux prudents. « Bienvenue à Morecombe Hall, monsieur, » dit-elle. « Je m'appelle Anna. Madame Belling est dans la cuisine si vous souhaitez des rafraîchissements. » Poirot s'inclina. « Merci, mademoiselle. Plus tard, peut-être. » Delphine se tourna vers lui. « Voudriez-vous d'abord voir le portrait ?»« Avec beaucoup d'empressement, mademoiselle. » Elle le conduisit à travers une série de longs couloirs sombres, jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'aile est, un endroit plus froid que le reste de la maison. La galerie était une pièce étroite, bordée de portraits, tous assombris par le temps. C'était calme comme une tombe, le seul bruit étant le léger tic-tac d'une horloge grand-père au fond. « Là, » dit Delphine, en désignant du doigt. Le portrait d'Isadora March était accroché au-dessus d'une petite table d'appoint. La femme représentée était d'apparence sévère, avec des pommettes saillantes, des lèvres pincées et des yeux intelligents qui semblaient suivre le spectateur où qu'il se trouve. Elle portait du noir, avec une seule broche en rubis sur le cou. Ses mains étaient croisées sur ses genoux, pâles, maigres et osseuses. Poirot étudia le tableau pendant un long moment. « Dites-moi, » demanda-t-il doucement. « Avez-vous entendu le murmure ici, debout devant ?» Delphine hocha la tête. « La dernière fois, c'était ici. J'étais seul. Il était tard. » Poirot tourna lentement la tête, scrutant les murs, le plancher, les espaces derrière les meubles à proximité. Il s'avança et examina le cadre. Il n'y a pas d'ouvertures évidentes, pas de conduits de ventilation, pas de fissures par lesquelles le son pourrait passer. Il tapota doucement le mur avec un coup de poing. Solide, épais. Et pourtant, il y a quelque chose. Il se pencha plus près, renifla le bord du tableau. Puis, se redressant, il pencha la tête et recula. Le portrait a été nettoyé récemment. Delphine cligna des yeux. Nettoyé? Oui. Remarquez ici, près du côté gauche du cadre, le vernis est plus récent,
légèrement plus brillant que le reste. Et ici, vous voyez le bord? De légères traces de taches. Quelqu'un a manipulé ce tableau au cours de la dernière semaine. Elle déglutit. Je ne connais personne qui y ait touché. Alors nous devons trouver qui l'a fait. Il jeta un autre regard lent autour de lui. Avez-vous un domestique qui époussette cette aile? Non. Il est pour la plupart inutilisé. Seule Anna vient ici parfois chercher du linge dans le placard du fond. Poirot hocha la tête. Nous devons lui parler. Mais d'abord, j'aimerais rencontrer votre frère. Delphine hésita. Il n'aime pas les étrangers. Il n'est peut-être pas accueillant? Peu importe. Hercule Poirot n'a pas besoin d'être accueilli, seulement la vérité. Ils retournèrent dans l'aile principale, et Delphine le conduisit jusqu'à une lourde porte au fond d'un couloir recouvert de moquettes. Elle a frappé. Lionel? Il y eut un moment de pause, puis une voix basse répondit. Oui, Delphine ouvrit la porte et entra avec Poirot juste derrière. Le bureau était chaleureux, bordé d'étagères et rempli d'un léger parfum de tabac à pipe. Un feu brûlait faiblement dans la cheminée. Lionel March était un homme d'environ 45 ans, mince, aux cheveux blonds clairsemés et au visage qui portait la pâleur des nuits blanches. Il se leva avec raideur de derrière son bureau, les yeux plissés à la vue de Poirot. « Voici Monsieur Poirot, » dit Delphine. « Il est en visite à... » « Je sais qui il est, » interrompit Lionel. Sa voix était coupée, sur la défensive. « Le détective, pourquoi est-il ici ?» Poirot offrit un petit salut. « Pour enquêter sur un murmure, monsieur. Un murmure qui semble avoir déstabilisé cette belle maison. » Lionel regardait Delphine avec quelque chose proche de la trahison. « Vous l'avez amené là-dedans? Dans notre maison? » Elle rencontra son regard avec une fermeté tranquille. « Quelque chose ne va pas ici, Lionel. Tu le ressens aussi. » Il se détourna brusquement. « C'est une folie. Pourriture superstitieuse. » Poirot s'approcha du bureau. « Et pourtant, monsieur, votre sœur est visiblement affligée. Il y a eu des événements étranges. » Les mains de Lionel se crispèrent. « Vous pensez que le portrait est hanté, n'est-ce pas? » « Je pense que les morts parlent souvent, monsieur. Non pas à travers des fantômes, mais à travers les choses qu'ils laissent derrière eux. Des secrets, des actes, des objets. Les murmures sont souvent les échos de la culpabilité. » Le visage de Lionel s'assombrit. « Si vous trouvez quelque chose, Poirot, j'espère que cela vous plaira. Mais vous ne trouverez pas de fantômes ici. » Poirot eut un léger sourire. « Nous verrons. » Alors qu'il quittait le bureau, les yeux de Poirot s'attardèrent sur une armoire, verrouillée dans un coin, et sur les papiers éparpillés négligemment sur le bureau. « Ton frère a peur, » dit-il à Delphine une fois de retour dans le hall. « Oui, mais il ne l'admettra pas. »« Il ne craint pas le tableau, » dit doucement Poirot. « Mais ce qu'il peut révéler. » Chapitre 3. Les pas dans la poussière. Cette nuit-là, alors que le vent hurlait à travers les landes et que Morcombe Hall grinçait en signe de protestation, Hercule Poirot était assis seul dans la petite chambre d'amis qui lui était assignée, son lit à baldaquin aussi raide et droit qu'une sentinelle. Une seule bougie vacillait sur la table d'appoint, projetant des ombres allongées qui dansaient sur le papier peint ancien. Il n'avait pas encore défait ses bagages
à l'exception de ses accessoires de toilettage et de ses pantoufles précisément alignées sur le tapis. Il était plongé dans ses pensées, assis dans le fauteuil, près de la fenêtre, lorsqu'on frappa légèrement à la porte. « Entrez » appela-t-il doucement. La porte s'ouvrit pour révéler Anna, la servante. Elle entra à pas hésitants, le visage pâle et inquiet. « Pardonnez-moi, monsieur, » dit-elle. « Mais puis-je avoir un mot ?» Poirot inclina la tête. « Bien sûr, mademoiselle. Venez, asseyez-vous si cela vous plaît. » Elle n'accepta pas la chaise offerte, mais agrippa son tablier et resta près de la porte. « J'ai entendu ce que Miss Delphine vous a dit. À propos des chuchotements. J'ai pensé qu'il valait... Mieux que je parle. Très bien, go on. Ce n'est pas seulement le portrait, monsieur, c'est la maison elle-même. Des choses étranges se produisent depuis des semaines maintenant. Au début, je pensais que je l'imaginais. Puis d'autres domestiques ont commencé à le remarquer aussi. Tel. Que? Eh bien, Anna hésita. Des pas, dans la nuit, doux, mais réguliers. Toujours dans les laits, là où personne ne va. Les yeux de Poirot se sont aiguisés. « Et vous les avez suivis ?» Elle avait l'air horrifiée. « Oh non, monsieur, je ne serai jamais aussi stupide. » Mais j'ai regardé dans le couloir une fois. Il y avait des empreintes, de petites empreintes poussiéreuses dans le couloir. Elles ont disparu à mi-chemin, comme si quelqu'un avait simplement disparu. « Intéressant, » murmura Poirot. « Continuez. Il y a plus. » Un jour, je suis entré dans la galerie et j'ai trouvé le portrait. Il avait bougé sur le mur. Seulement un peu, mais je sais que je ne l'avais pas touché. Aucun de nous ne l'avait touché. Alors, oui? Elle regarda nerveusement autour d'elle. Et puis, il y a les bruits, des sons faibles, comme si quelqu'un parlait juste hors de portée de voix. J'ai toujours pensé que c'était le vent, mais je n'en suis plus si sûr. Poirot se leva, son expression illisible. Il posa doucement une main sur son épaule. « Vous avez bien fait de parler, mademoiselle. Mais n'ayez crainte. Hercule Poirot est là. » Hi. Elle fit une petite révérence et s'éclipsa. De nouveau seul, Poirot se tourna vers la fenêtre et regarda l'obscurité enveloppée de brouillard. Les chuchotements des morts, les pas des vivants, marmonna-t-il. Cette maison recèle des secrets. C'est certain. Le lendemain matin, Poirot a demandé à parler à tous les membres de la maison. À 10 heures précises, ils se rassemblèrent dans la salle du matin, une longue salle aux parois de verre donnant sur les jardins gelés. La cheminée crépitait faiblement derrière eux. Il y avait Delphine Marsh, posée et vigilante. Lionel, Marc, maussade dans sa veste en tweed, les bras croisés sur la défensive. Madame Belling, la cuisinière, grosse et aux joues rouges. Anna, sage et nerveuse. Et enfin, un nouveau visage. Un homme au sourire charmant et aux yeux sombres qui se tenait près de la fenêtre, les mains dans les poches. « Je ne crois pas que nous nous soyons rencontrés, » dit Poirot en désignant l'homme. « Ah !» intervint Delphine. « C'est monsieur Philippe Ransom. Il reste avec nous. Un ami de la famille. » Ransom s'inclina légèrement. « En fait, j'ai connu Isadora March. Il y a des années. Je l'aimais bien. » « Tu étais là quand elle est morte ?» Ransom hésita. « Non. Je suis arrivé 15 jours après. Affaire à l'étranger.
Je suis rentré quand j'ai appris la nouvelle. Poirot l'observa encore un moment, puis se tourna vers les autres. Mesdames et messieurs, je demande votre indulgence. Cette maison est comme un oignon, plusieurs couches. J'ai l'intention de les éplucher. Mais d'abord, je dois savoir qui a eu accès à l'aile est au cours des 2 dernières semaines. Lionel. Renifla. Personne. Cette aile est fermée. Elle est poussiéreuse et inutilisée. Poirot leva le doigt. Pas tout à fait. Il y a des signes de présence récente. Le tableau a été déplacé. L'air a changé. Mademoiselle Anna a entendu des « Ah! Quelqu'un était là !» Silence. Puis Madame Belling a soufflé. « Eh bien, je ne m'approche pas de cet endroit. » Cela me donne des frissons. Delphine regarda pensivement Poirot. Est-ce que ça pourrait être quelqu'un de l'extérieur? Un intrus? Poirot se tapota la tempe. C'est une possibilité. Mais je ne pense pas que le fantôme de Morcombe Hall soit favorable aux intrus. Non, je crois que la réponse se trouve à l'intérieur. Lionel se leva brusquement. Je ne ferai pas partie de cette farce. Si vous pensez pouvoir déterrer de vieilles querelles de famille et les transformer en histoire, de fantôme, soyez mon invité. Mais vous ne trouverez rien. Il est sorti en trombe. Les yeux de Poirot se plissèrent. Il proteste trop, peut-être. Ransom rit. Lionel a toujours été un peu tendu. Et vous, monsieur? Poirot se tourna vers lui. Qu'est-ce qui vous... A ramené à Morcombe Hall? Le sourire de Ransom s'effaça légèrement. Isadora m'a laissé une lettre. Elle m'a été envoyée à l'étranger. Elle a écrit qu'elle craignait quelque chose, qu'il y avait des choses qu'elle ne pouvait pas faire confiance au papier. Elle m'a demandé de venir. Poirot se pencha en avant. Et cette lettre? Puis-je la voir? Ransom secoua la tête. Je l'ai brûlée. C'était trop personnel, trop douloureux. Dommage, murmura Poirot. C'est pourtant un détail des plus intrigants. Il a renvoyé le groupe peu de temps après et retourné seul à la galerie. Le silence y était plus lourd maintenant, lourd du poids de quelque chose de non dit. Il se dirigea de nouveau vers le portrait, examinant les bords, le dos, le mur. Le mur. Il s'agenouilla, se pressant contre les lambris à côté du tableau. Après quelques instants, il découvrit ce qu'il soupçonnait. Une couture presque invisible dans le bois. Un panneau parfaitement déguisé pour se fondre dans le mur. Avec des doigts adroits, il appuya sur la couture. Il y eut un léger déclic et une section étroite du panneau s'ouvrit. Derrière, il y avait un renfoncement, pas plus d'1 pied de profondeur, et à l'intérieur, un objet enveloppé dans du lin jauni. Avec précaution, Poirot le déballa. L'intérieur se trouvait un petit cahier. La couverture était en cuir, craquelée avec le temps. Il tournait les pages avec un soin respectueux. L'écriture d'Isadora Marsh. Araignée précise, 14 mars. Il a demandé à nouveau. Il veut le rubis. Je lui ai dit que c'était caché, mais j'ai peur qu'il sache que j'ai menti. 20 mars. Encore les pas. Je les ai entendus hier soir près de la galerie. Je suis certain que quelqu'un me surveille. 9 mars. Si je disparais, c'est la vérité, je ne le lui ai jamais donné. Il reste là où moi seul peux le trouver. Poirot lut en
Silence. La lueur du feu captant la lueur de quelque chose sous la dernière page. Une petite pochette en velours a été cousue dans la couverture arrière. À l'intérieur, un seul rubis, rouge sang et brillant. Poirot le regarda fixement, puis murmura « Alors ?» Ce chuchotement n'était pas de la folie. C'était un avertissement. Il glissa le journal et le rubis dans son manteau et ferma le panneau. alors qu'il sortait de la galerie, la bougie vacilla violemment, comme si une brise y était passée. Mais l'air était calme. Chapitre 4. Les secrets de Scarlett, le lendemain de sa découverte, Poirot était assis dans la véranda, baigné de doux. Rayons qui traversaient l'épais brouillard comme des doigts réticents. Il avait pris son petit déjeuner habituel, un croissant impeccablement beurré et un seul œuf à la coque, et sirotait maintenant du café noir dans une délicate tasse en porcelaine. Sur la table à côté de lui se trouvait le journal, en cuir d'Isadora March, dont la dernière page était ouverte comme une blessure. Il tapota doucement la couverture. « Mademoiselle March, vous avez été intelligente. Mais maintenant, la question se pose. Qui parmi les vivants est assez dangereux pour vous avoir effrayé dans la mort ?» Il avait passé une partie de la nuit à relire le journal, reconstituant les fragments des dernières pensées d'Isadora. Les références à « il » n'ont jamais été clarifiées. Le rubis, désormais rangé en toute sécurité dans la poche du manteau de Poirot, semblait être l'objet de discorde. Mais pourquoi ? Poirot était encore plongé dans ses pensées lorsque Delphine entra. Son expression était tendue, ses cheveux habituellement impeccables, légèrement déplacés. « Monsieur Poirot, » dit-elle doucement, « vous avez demandé à me parler en privé ? » ?»« Oui, mademoiselle. Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Elle le fit, croisant les jambes et croisant fermement les mains sur ses genoux. « Je dois vous poser quelques questions, » commença Poirot. « Et je vous demande de répondre non pas avec politesse, mais avec vérité, même si cela est désagréable. » Delphine hocha la tête. « Je comprends. Vous connaissiez ce rubis, n'est-ce pas ? » Ses yeux s'écarquillèrent. « Le rubis ? Alors c'est réel ? Vous vous en doutiez alors ? » ?»« Oui. Ma tante m'a raconté une fois des histoires quand j'étais enfant, moitié conte de fées, moitié confession. Elle avait reçu un rubis rare lors de ses voyages en Inde, dit-elle. Mais elle ajoutait toujours que cela n'apportait que des ennuis, que les gens étaient jaloux, qu'il ne fallait jamais faire confiance à ses proches lorsqu'il s'agissait de bijoux. Poirot hocha lentement la tête. « Et a-t-elle mentionné qui pourrait être jaloux ?» Delphine hésita. « Non, mais j'ai mes soupçons. » Continue. « Je pense. » Lionel avait des difficultés financières. Lui et tante Isadora se disputaient, souvent au sujet de l'héritage. Elle ne s'est jamais mariée, vous savez. Lionel a toujours cru qu'il était l'héritier légitime. L'était-il ? Pas entièrement. Tante Isadora a changé son testament à plusieurs reprises. Elle m'a dit un jour qu'elle avait l'intention de laisser une partie à la charité, une autre au personnel, et elle a laissé entendre que je pourrais recevoir le portrait. Poirot pencha la tête. Un cadeau curieux. Elle a dit que j'avais ses yeux, répondit doucement Delphine, que j'étais le seul à l'avoir vraiment vu. Le sourcil de Poirot se leva. Et Monsieur Ransom ? Et lui ? Delphine eut un petit rire.
mais sans humour. Philippe? Il est charmant, oui, mais je ne lui fais pas confiance. Il avait toujours une façon de se présenter quand cela lui profitait, et il était très proche de tante Isadora, inconfortablement proche, pensaient certains. Romantique, peut-être? Ou manipulateur? C'est difficile à dire. Poirot se tapota le menton. « Merci, mademoiselle. Vous avez aidé plus que vous ne le pensez. » Alors que Delphine quittait la pièce, Poirot se leva et prit le journal sur la table. Il se dirigea de nouveau vers l'aile est, passant devant les serviteurs qui le regardaient avec la crainte méfiante réservée aux étrangers qui entrent sciemment dans des lieux hantés. Arrivé à la galerie, il ferma la porte derrière lui et alluma sa petite lampe électrique. Le tableau lui rendait son regard. Isadora, immortalisée à l'huile, avec sa robe rouge et ses yeux froids et fiers. « Vous saviez que votre temps était compté, madame, » murmura Poirot. « Vous avez mis les pièces en mouvement avant la fin, mais saviez-vous qui viendrait le chercher ?» Il se tourna de nouveau vers le panneau secret, le rouvrit et récupéra le cahier. Il y avait une page qu'il n'avait pas remarquée auparavant, froissée dans la reliure, cachée contre la couverture. Là-dessus, en gribouillage précipité, « S'il m'arrive quelque chose, parle-en à Anna. Elle l'a vu. » Les sourcils de Poirot se haussèrent. Il quitta aussitôt la galerie. Anna le rencontra dans le couloir des domestiques, séchant les verres en cristal avec un soin méticuleux. Lorsqu'elle vit l'expression de Poirot, elle pâlit. « Tu as trouvé quelque chose ?» murmura-t-elle. « Oui, et votre nom est cité, mademoiselle ?» Ses mains tremblaient, mais elle posa le verre et le suivit dans le garde-manger, où ils pouvaient parler sans que leurs oreilles ne se collent aux encadrements de porte. Poirot baissa la voix. « Isadora croyait que tu avais vu l'homme qui la menaçait. Est-ce vrai? » Anna baissa les yeux. Je ne voulais pas m'impliquer. Mais oui. Une nuit, je l'ai vu. Poirot ne dit rien, laissant le silence s'étendre. Il était presque minuit. J'étais en train de sortir des serviettes de la buanderie. Je suis passé près de l'aile est et j'ai entendu des voix. Alors, je me suis rapproché. Elle déglutit difficilement. C'était Monsieur Ransom. Il se disputait avec elle, en disant qu'elle ne pouvait pas le cacher pour toujours, que d'autres posaient déjà des questions. Elle lui a dit de quitter la maison et de ne jamais revenir. « Vous a-t-il vu ?»« Non. » J'ai reculé et il ne m'a pas poursuivi. Je le jure. Poirot hocha gravement la tête. « Vous ne devez en parler à personne d'autre, pour votre propre sécurité. » Poirot trouva Philippe Ransom plus tard dans l'après-midi, assis dans la bibliothèque avec un cognac à la main et un volume de Byron ouvert à côté de lui. Il leva les yeux avec un sourire narquois. « Ah, monsieur Poirot, avez-vous déjà déterré... » « Des fantômes? Non, monsieur, seulement des menteurs. » Le sourire de Ransom s'effaça. « Je sais que vous vous êtes disputé avec Isadora avant sa mort, » dit clairement Poirot. « C'était une femme difficile. Vous l'avez menacée. » Ransom se leva. « C'est une accusation grave. Vous cherchiez le rubis, n'est-ce pas ?» Ransom rit nerveusement. « Quel rubis ?» Poirot fouilla dans son manteau et en sortit la gemme. Les yeux de Ransom se fixèrent dessus avec une avidité non masquée,
avant de se détourner rapidement. Ça ne prouve rien. Poirot se pencha. Non, mais votre panique pourrait le faire. Avant que Ransom ne puisse répondre, la porte de la bibliothèque s'ouvrit. Lionel March entra, pâle et les lèvres pincées. Son regard se posa sur le rubis dans la main de Poirot. « Alors c'est vrai, marmonna-t-il. La vieille chauve-souris l'a toujours eu. Vous le saviez ? Demanda Poirot. Tout le monde l'a fait. Rumeur familiale. Elle ne l'a jamais confirmé, mais elle a apprécié le pouvoir, le mystère. Et l'avez-vous déjà cherché ? Lionel le fusilla du regard. Je ne l'ai pas tué si c'est ce que tu insinues. Poirot hocha la tête une fois. Mais tu lui en voulais, n'est-ce pas ? Elle a tout affiché, argent, art, bijoux, et a ensuite refusé de laisser quoi que ce soit de valeur derrière elle. Elle a laissé quelque chose de grande valeur, dit doucement Poirot. La vérité. Il remit le rubis dans sa poche et se tourna pour partir. Derrière lui, il entendit Lionel siffler. J'aurais dû faire brûler ce tableau. Cette nuit-là, Poirot fit ses derniers préparatifs. Il revint à la galerie et, avec gants et précaution, raccroche le portrait. Puis, il replaça le rubis dans le journal, le cacha une fois de plus dans le panneau et attendit. Il resta assis, dans l'obscurité, silencieux et immobile, jusqu'à ce que la maison s'endorme. Le craquement du vieux bois résonnait comme des soupirs lointains. Puis, des pas. Doux, délibérés, une ombre s'approcha du tableau. Le cœur de Poirot s'accéléra. La silhouette s'approcha du bord du portrait, palpant le mur. Poirot a frappé. Une allumette. La lumière éclata. « Bonsoir, monsieur, cède. » Le personnage se figea. « C'était Lionel March. Toi ?» dit calmement Poirot. « J'avais pensé à monsieur Ransom, mais non, c'est un opportuniste, c'est vous qui connaissiez le panel. » Qui a grandi dans cette maison ? Lionel n'a rien dit. Poirot s'avança. Vous vous êtes disputé avec elle le jour de sa mort. Elle a refusé de modifier le testament, a refusé de vous donner le rubis. Vous avez attendu la nuit, vous l'avez suivie jusqu'à la galerie. Elle allait le donner, cracha Lionel. Dans un musée, un bibelot comme ça, assis dans une boîte pendant que cette maison tombe en ruine. J'avais le droit. Vous aviez un mobile, dit doucement Poirot. Et maintenant, tu t'es révélé. Lionel se précipita, mais Poirot s'écarta et une deuxième silhouette émergea de l'ombre. L'inspecteur en chef, Japp, en civil, a levé un pistolet. C'est largement suffisant. Lionel s'est effondré à genoux. « Tu m'as trompé, » murmura-t-il. « Non, » dit Poirot. « Tu t'es trompé. Finalement, ce n'est pas le portrait qui murmurait. C'était ta conscience. » Chapitre 5. Le testament inachevé. Au matin, Lionel March était en garde à vue. L'inspecteur en chef, Japp, arrivé sous le voile du secret à la demande de Poirot, n'a pris aucun plaisir à cette arrestation. « Tragique affaire !» marmonna-t-il, alors que Lionel était escorté hors de Marchmont Hall, les grandes portes en chêne se fermant derrière lui comme l'acte final d'une pièce de théâtre. Poirot resta un moment encore sur le seuil, les mains soigneusement jointes derrière le dos. Ses yeux perçants scrutaient le hall, comme s'ils absorbaient le souvenir de ce qui s'était passé. Puis enfin, il se retourna et entra avec détermination dans le salon où l'attendait Delphine. Elle leva les yeux, avec une expression mêlée d'espoir
et de désespoir. « C'était donc Lionel ?» Poirot inclina la tête. « Oui. Il est revenu hier soir dans l'espoir de récupérer le rubis avant que quiconque ne le découvre. Je l'avais déjà remis dans sa cachette. » Ses yeux se tournèrent. « Vers l'aile est. Alors, ça se termine ici ?» Mais Poirot secoua la tête. « Non, mademoiselle, cela finit rarement aussi proprement. Reste la question du testament. » Delphine cligna des yeux. « Le testament !» Celle de votre tante. J'ai trouvé des références à plusieurs révisions, mais personne n'a encore produit la version la plus récente. Pourquoi ? Delphine fronça les sourcils. J'ai supposé qu'il avait déjà été lu. Monsieur Carroll, l'avocat, était censé nous rendre visite après les funérailles. Poirot haussa un sourcil. Finement sculpté. Et pourtant, nous n'avons pas eu de nouvelles de lui. Il est temps que j'y remédie. 1 heure plus tard, Poirot était assis en face d'Harold Carroll, dans le bureau de l'avocat à Londres, une affaire modeste remplie de papiers et le bruissement silencieux d'esprits juridiques prudents. Carroll, un homme à la posture rigide et aux lourdes lunettes, ajusta ses poignets et s'éclaircit la gorge. « Monsieur Poirot, je regrette le retard. La mort de Miss March m'a pris au dépourvu. Je comprends. Mais je dois vous demander, ne possédiez-vous pas un testament définitif ?» Carroll hésita, puis ouvrit un fin dossier en cuir. « Mademoiselle March m'a envoyé un brouillon 6 semaines avant sa mort. Elle avait l'intention de signer la version révisée en ma présence, mais nous n'avons jamais pu fixer un rendez-vous. J'ai téléphoné plusieurs fois. Elle a éludé. » Poirot se pencha en avant. « Est-ce qu'elle a dit pourquoi ? Non. Seulement que la maison était devenue inquiétante, qu'elle ne recevrait pas de visiteurs avant un certain temps. » Les yeux de Poirot se plissèrent, déstabilisant comment. Carroll ferma le dossier avec un soupir. « Elle n'a pas donné de détails. J'ai présumé de l'excentricité, pas de la peur. » Poirot tapota du doigt l'accoudoir. « Et le contenu du testament non signé, assez différent de celui en vigueur, actuellement. » Carroll en récupéra une copie dactylographiée. 1/3 de la succession à Delphine March, un don substantiel au musée des Antiquités, et le rubis, explicitement appelé le cœur de Samarcande, qui sera détenu en fiducie pour être exposé au public. Le reste sera réparti entre le personnel et les organisations caritatives. Lionel March devait recevoir un petit legs et aucune propriété. Poirot absorba l'information en silence. Si le document avait été signé, a ajouté Carroll, cela aurait tout changé. Mais oui, dit doucement Poirot, c'est pourquoi elle ne l'a jamais signé. Poirot retourna à Marshmonthall à la tombée du crépuscule. Le ciel s'était assombri dans une palette sombre de gris et de violet, et un vent faible murmurait à travers les haies du jardin comme un avertissement. Delphine l'a accueilli à la porte. « Elle n'a jamais signé le Nouveau Testament, » dit Poirot en entrant. Elle le souhaitait, mais quelque chose l'en a empêché. Le front de Delphine se plissa. Qu'est-ce qui pourrait l'arrêter ? Elle était si précise sur ses affaires. Poirot fit une pause, puis dit prudemment « Peur ». Delphine pâlit. De Lionel ? Peut-être. Ou de quelque chose de plus grand que lui. Vous voyez, mademoiselle, je crois maintenant que votre tante savait exactement ce qu'elle faisait en retardant sa décision.
La confusion de Delphine s'approfondit. Poirot la conduisit dans le salon, où le feu projetait des ombres dorées sur les murs. Il lui fit signe de s'asseoir, puis s'assit sur la chaise, en face. « Examinons les faits un par un », a-t-il déclaré. « Tout d'abord, nous avons Isadora Marsh, une femme d'une volonté et d'une indépendance remarquables. Elle possède un rubis rare, un joyau avec une histoire de sang et de trahison. Elle fait allusion au danger dans son journal, mais ne nomme jamais directement son ennemi. Elle prépare un testament généreux et mesuré, mais ne le signe jamais. Pourquoi ? Elle a dû avoir peur, murmura Delphine. Oui. Ou elle craignait que le signer ne précipiterait sa mort, que quelqu'un l'arrêterait avant que ses intentions puissent devenir une loi. Delphine hocha lentement la tête. Cela a du sens. Poirot croisa les doigts. Puis elle laisse des indices. Pas des indices manifestes, mais des messages voilés. Le tableau, le journal, le rubis caché. Delphine s'assit en avant. Mais tu as attrapé Lionel, n'est-ce pas fini ? Poirot resta silencieux pendant un long moment. Puis, avec une douceur presque douloureuse, il dit « Non, mademoiselle ». Elle le regarda. Le regard de Poirot était solennel. Lionel était coupable, mais pas seul. Delphine recula comme frappée. « Tu veux dire que quelqu'un l'a aidé ? Je... » « Veut dire, a déclaré Poirot, que quelqu'un d'autre a orchestré les conditions. Lionel était impétueux, oui, et avide. Mais il manquait de ruse. Il ne connaissait pas le journal. » Il n'avait aucune idée de comment le rubis était caché. Delphine déglutit. « Alors, qui ?» La voix de Poirot était douce. « Quelqu'un en qui Isadora avait confiance. Quelqu'un de proche. Peut-être quelqu'un qui a encouragé Lionel à agir, tout en gardant les mains propres. » Delphine se leva, tremblante. « Non, tu ne peux pas dire. » « Philippe ?» Poirot ne répondit pas. Delphine commença à faire les 100 pas. Il ne le ferait pas. Il est égoïste, oui, et un flirt. Mais pas un meurtrier. « Êtes-vous sûr ?» demanda doucement Poirot. Elle leva les yeux remplis de larmes. « Non, je ne suis plus sûr de rien. » Poirot se leva et lui tendit un mouchoir. « Courage, mademoiselle. La vérité se révèle avec le temps. » Cette nuit-là, Poirot retourna à la galerie. Il se tenait devant le portrait d'Isadora Marsh, les bras croisés dans le dos. Les ombres vacillaient tandis que la lueur des bougies vacillait sur la toile. Dans son regard peint restait le même éclat froid, le regard complice d'une femme qui a vu plus qu'elle n'a jamais avoué. « Elle m'a laissé tout démêler, » murmura Poirot. Elle savait que le tueur reviendrait. « Mais je me demande, madame, soupçonniez-vous à quel point la trahison était profonde ?» Il se tourna pour partir, mais fit une pause. Quelque part dans le couloir, une lame de parquet craqua. Poirot s'avança silencieusement vers la porte et l'ouvrit rapidement. Le couloir était vide. Mais dans le silence, un léger bruit résonnait, faible, comme la fermeture d'une porte et le murmure de quelqu'un qui s'éloigne dans la nuit. Chapitre 6. Les secrets du studio le matin arriva froid et venteux, faisant trembler les vitres couvertes de lierre de Marchmont Hall et projetant de longues ombres incertaines sur les murs du couloir. Hercule Poirot était déjà réveillé, assis devant le petit bureau de sa chambre d'amis, rédigeant une lettre après mûre réflexion. Il posa le stylo avec un soupir et plia soigneusement le papier,
dans une enveloppe. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. C'était Delphine, pâle, après une autre nuit agitée. « Monsieur Poirot, puis-je vous parler ?»« Mais bien sûr, mademoiselle. » Il désigna le fauteuil près du feu. « S'il vous plaît, asseyez-vous. » Elle le fit, les mains tordues sur ses genoux. « Je n'arrivais pas à dormir, pas après ce que tu as dit. Je n'arrête pas de penser, s'il y a quelqu'un d'autre impliqué dans la mort de tante Isadora, quelqu'un est toujours dans la maison. » Poirot hocha doucement la tête. « C'est là notre peur, n'est-ce pas? Que l'ennemi reste parmi nous. » Delphine regardait le feu à voix basse. « Je connais Philippe depuis des années. Nous étions proches autrefois. Il est arrogant et paresseux et dépense plus d'argent qu'il ne le devrait, mais je ne l'ai jamais pensé capable de cela. » Poirot pencha légèrement la tête. Parfois, ceux qui portent le masque du charme cachent des pulsions plus sombres. Mais nous ne devons pas tirer de conclusions hâtives. Nous devons examiner les preuves. Delphine se tourna vers lui, les yeux écarquillés. « Avez-vous des preuves ?» Poirot fouilla dans son manteau et en sortit une feuille de parchemin pliée. « C'était dans le journal de votre tante, caché derrière la dernière page. » Un croquis. Pas d'un rubis ni d'un portrait, mais de l'atelier. Vous voyez ici? Il montra le dessin. Le contour brut d'une pièce, avec des étagères marquées, et un cercle dessiné autour de ce qui semblait être une armoire haute. « Je crois qu'elle voulait guider quelqu'un, » a déclaré Poirot. « Peut-être même elle-même, si sa mémoire ou son courage lui font défaut. Elle avait peur de la confrontation, mais elle a laissé des miettes de pain. Il est temps que nous les suivions. » Le studio d'art de Marchmont Hall était autrefois le sanctuaire d'Isadora March, un espace isolé et ensoleillé à l'extrémité de l'aile ouest. Depuis, il était tombé en désuétude, la poussière retombant sur les toiles drapées et les pigments oubliés. Poirot et Delphine entrèrent dans la pièce en milieu de matinée, la lumière pénétrant par les hautes fenêtres. Cela sentait la vieille huile et les graines de lin, et les échos des dernières heures d'Isadora semblaient encore persister dans l'air. Poirot se dirigea vers le meuble haut montré sur le croquis, tirant doucement sur sa poignée. Elle s'ouvrit en grinçant, révélant des étagères remplies de tubes de peinture séchée, de pinceaux et d'une boîte de cahiers tachée d'eau. Il examinait chaque objet avec soin, ses doigts traçant les bords et les couvercles avec la précision d'un chirurgien. Puis, derrière une rangée de carnets de croquis, il découvrit une étroite boîte laquée reliée par un ruban. Delphine s'approcha. « Qu'est-ce que c'est ?» Poirot souleva le couvercle. À l'intérieur se trouvait un paquet de lettres liées, avec une fine ficelle, certaines écrites de la main ferme et bouclée d'Isadora, d'autres dans une écriture moins familière. Il lut le premier, les sourcils froncés. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « Ce n'est pas simplement une question de meurtre, c'est une question de trahison. » Delphine se pencha. « Qu'est-ce qu'ils disent ?» Poirot a lu à haute voix une lettre datée de près de 20 ans plus tôt. « Ma très chère Isadora. » Ne peut pas continuer comme ça. Vous avez promis la discrétion, mais les chuchotements se font de plus en plus forts. S'il le découvre, si la famille apprend ce que nous avons fait au Caire, le rubis doit être caché, brûlez les disques, détruisez chaque trace. Je ne veux pas que nos noms soient enterrés dans le scandale. Delphine se couvrit la bouche.
Le Caire, vous pensez que c'est lié au rubis? Poirot hocha la tête. Je crois que le cœur de Samarcande a été acquis dans des circonstances douteuses, et quelqu'un, peut-être plusieurs personnes, était impliqué. Votre tante était l'une d'entre elles, mais il y en avait une autre. Il lui montra la signature au bas de la lettre. Philip Arkwright. Delphine resta stupéfaite. Donc, c'est vrai, lui et tante Isadora, oui, et plus encore, ils étaient partenaires dans une tromperie. Le rubis n'était pas un simple héritage. C'était un secret qui valait la peine d'être tué. Delphine était lourdement assise sur un tabouret, pâle. Alors Philippe avait un mobile. Il ne voulait pas seulement le rubis. Il voulait que la vérité soit enterrée pour toujours. L'expression de Poirot était grave. Et ta tante, peut-être, ne voulait plus garder le silence. Il remit les lettres dans la boîte. Nous devons affronter Monsieur Arkwright, mais délicatement. Un homme assez désespéré pour tuer une fois ne peut plus hésiter. Philip Arkwright était dans la véranda, sirotant un café et parcourant un journal avec une nonchalance feinte. Il leva les yeux avec une légère surprise lorsque Poirot entra, Delphine juste derrière. « Ah, le détective revient, » dit Philippe, en pliant le papier. « Êtes-vous ici pour annoncer un nouveau rebondissement dans l'histoire ?» Poirot s'assit sans invitation. « En effet, monsieur, j'ai découvert quelque chose d'intéressant dans l'atelier de feu Miss Marsh. » Le sourire de Philippe s'effaça un instant avant de se reprendre. « Le studio ? J'avais l'impression que personne ne l'utilisait plus. »« Pourtant, j'ai trouvé des lettres, » dit calmement Poirot. « Correspondance entre vous et Miss Marsh remontant à votre séjour en Égypte. » Philippe se raidit. « Je vous demande pardon ?» Le regard de Poirot était inébranlable. « Vous étiez avec elle lorsque le rubis a été acquis. Peut-être avez-vous... » Aidé à sa contrebande. Je soupçonne que vous avez tous les deux inventé une histoire pour la famille. Mais Miss March a commencé à avoir des regrets, n'est-ce pas? Philippe se leva brusquement. « Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. » Delphine s'avança. « Philippe, ne mens pas. J'ai vu les lettres. » Sa mâchoire se serra. « C'était il y a des décennies. Tout cela n'a plus d'importance maintenant, mais c'est le cas, » dit sèchement Poirot. « Parce que vous aviez peur d'être exposé. Parce que Miss March avait l'intention de faire don du rubis pour dire enfin la vérité. Et cela aurait ruiné votre réputation, vos finances, votre vie soigneusement. » Organisé, les narines de Philippe se dilatèrent. « Tu penses que je l'ai tué ?» Poirot se leva lentement. « Je pense que vous avez manipulé Lionel en lui faisant croire qu'il pouvait réclamer le rubis, tout en vous assurant que Miss Marsh ne vivait jamais assez longtemps pour vous dénoncer. Vous connaissiez le caractère de Lionel. Vous avez attisé sa jalousie et le moment venu, vous avez disparu de la scène, propre et irréprochable. » Philippe se détourna, la voix tendue. « Vous n'avez aucune preuve. » Le ton de Poirot était glacial. « Pas encore. Mais je le ferai. Un meurtre laisse plus que des empreintes digitales, monsieur. Il laisse des échos. Et j'ai l'intention d'écouter tout le monde. » Le silence de Philippe était assourdissant. Poirot se tourna vers Delphine. « Nous allons lui laisser croire qu'il est en sécurité pour le moment. » Mais le filet se resserre. Delphine hocha la tête, les mains tremblantes. «
J'espère seulement que cela se resserrera avant que quelqu'un d'autre ne soit réduit au silence cette nuit-là, alors que Marshmont Hall dormait sous le poids de ses secrets. Poirot retourna une fois de plus dans l'aile est. Il parcourut le long du couloir jusqu'à se retrouver devant le portrait d'Isadora Marsh. Il baissa légèrement la tête. « Vos ennemis commencent à montrer leur visage, madame, mais il y a encore plus à découvrir. » Il fit une pause, puis sourit faiblement. « Vos yeux, si astucieusement peints, semblent presque approuvés. » Et derrière lui, au loin dans le couloir, le murmure des pas résonna une fois de plus. Chapitre 7. Une voix dans le noir. L'ambiance à Marshmont Hall s'était refroidie d'heure en heure. Les conversations étaient guinchées, les regards suspicieux, et personne ne s'attardait seul dans les couloirs s'il pouvait s'en empêcher. Même les domestiques se déplaçaient avec inquiétude, évitant complètement les lestes. Un murmure d'effroi s'était tissé dans la structure de la maison. Poirot, cependant, restait calme, serein, même, comme si le fait même de démêler le meurtre lui apportait du réconfort. Il passa une grande partie de la matinée à examiner les lettres trouvées dans l'atelier, les arrangeant et les réarrangeant comme les pièces d'un puzzle. Delphine le rejoignait de temps en temps, sa présence silencieuse et vigilante. « J'ai commencé à douter de tout, » dit-elle à un moment donné en le regardant travailler. « Bien, » répondit-il sans lever les yeux. C'est quand le doute s'installe que la vérité commence à se révéler. En bas, Lady Constance avait organisé un petit déjeuner tardif dans le salon. Philip Arkwright les rejoignit, calme et posé, comme si la confrontation d'hier n'avait jamais eu lieu. Lionel apparut peu après, les yeux injectés de sang, marmonnant des excuses que personne ne voulait entendre. C'était Rosalinde qui était visiblement absente. Poirot remarqua l'omission. « Elle ne va pas bien ?» demanda-t-il à Delphine. « Elle a dit qu'elle avait mal à la tête, » murmura Delphine. « Je pense qu'elle se cache. » « En effet, » dit Poirot. « Espérons que ce soit seulement sa tête qui lui fait mal, et non sa conscience. » Plus tard, dans l'après-midi, Poirot se dirigea, seul vers l'aile haie. Il avait un but, même s'il ne l'avait partagé avec personne, pas même avec Delphine. Il avait commencé à sentir que Marshmont Hall, avec toute son élégance et sa grâce héritée, recelait non seulement des secrets, mais aussi de la sensibilité. Les chuchotements dans le couloir avaient cessé pour le moment, mais Poirot faisait encore moins confiance au silence. Il entra de nouveau dans le studio et ferma la porte derrière lui. L'air était chargé d'odeurs de vieilles térébenthines et de linge humide. Dans le silence, il pouvait presque entendre le pinceau d'Isadora Marsh gratter la toile. Il se dirigea de nouveau lentement vers le grand meuble et l'ouvrit, non pas pour examiner les lettres, mais pour fouiller les compartiments inférieurs qu'il avait précédemment ignorés. C'est là qu'il découvre le grand livre. Relié. Dans du cuir usé, ces pages étaient remplies de documents méticuleux, dates, noms, lieux, dont beaucoup provenaient du Caire, d'Alexandrie et de Marrakech. Dans certaines entrées, des initiales apparaissaient à côté de la mention du cœur de Samarcande. IM pour Isadora Marsh, Pennsylvanie pour Philip Arkwright. Et une seule fois, R.M. Poirot tapota du doigt les initiales et sourit faiblement.
Rosalinde March a été retrouvée dans la véranda peu avant le crépuscule, debout, rigide, devant l'une des hautes fenêtres. Elle ne se retourna pas lorsque Poirot approchait, mais ses épaules se tendirent. « Je suppose que ce n'est pas une visite sociale, monsieur Poirot. Mais non, mademoiselle, même si j'apprécie une bonne conversation au milieu de la verdure. » Elle se tourna alors, son expression composée, mais tendue. « Vous avez découvert quelque chose. » « J'ai découvert beaucoup de choses. Mais une en particulier, je pense, pourrait vous inquiéter. » Il sortit le registre de sous son manteau et le tendit. Rosalinde le prit à contre-cœur et feuilleta les pages, le souffle coupé lorsqu'elle trouva la ligne qu'il avait marquée. « Je vois, dit-elle doucement. Vous étiez au Caire, dit Poirot. En 1912, pas simplement en vacances, mais dans le cadre de l'expédition de Mars. Vous étiez jeune, à peine plus qu'une fille, mais intelligente et loyale. J'ai aidé Isadora et Philippe à sortir le rubis d'Égypte, dit-elle presque pour elle-même. J'ai gardé le secret toutes ces années. Pourquoi ? Elle leva brusquement les yeux. Parce que je l'aimais. Elle était ma sœur, ma protectrice. Et parce que nous avions peur. La voix de Poirot était douce. Vous craigniez la honte ? Oui. Et le vol. Il y en avait d'autres qui ne reculeraient devant rien pour le prendre. Ses mains se resserrèrent sur le registre. Mais ensuite, elle a changé. Isadora voulait donner le rubis au musée pour effacer ce que nous avions fait. C'est à ce moment-là que les chuchotements ont commencé, dit doucement Poirot. Les yeux de Rosalinde s'écarquillèrent. Tu sais ? Il hocha la tête. Quelqu'un a utilisé l'emplacement du portrait et son acoustique particulière pour l'effrayer, pour suggérer que des esprits regardaient, chuchotant. Ce n'était pas obsédant, c'était une mise en scène. Elle hésita. « Et tu penses que c'était moi ? » ?»« Non, » dit simplement Poirot. « Je pense que c'était Philippe. » Son soulagement était palpable, bien que de courte durée. « Mais, » ajouta Poirot, « je crois aussi que vous en savez plus que vous ne l'avez admis. » Il y eut alors un silence entre eux, interrompu seulement par le bruissement du lierre devant les fenêtres. Rosalinde baissa à nouveau les yeux sur le registre, comme si elle cherchait des réponses dans ces pages. « Il l'a menacé, dit-elle enfin. »« Philippe. Je les ai entendus 2 nuits avant sa mort. Il lui a dit que si elle révélait la vérité, elle le regretterait. » Le regard de Poirot se fit plus aiguisé. « Et tu ne l'as pas prévenu ?»« J'ai essayé, » murmura-t-elle. Mais elle a dit qu'il était temps de faire face au passé. Poirot s'inclina légèrement. « Merci, vous avez enfin fait la bonne chose. » Rosalinde détourna le regard. Alors que le crépuscule s'installait sur Marchmont Hall, Poirot retourna à la galerie de portraits. Elle était devenue, étrangement, le cœur du mystère, à la fois symbole et scène. L'image d'Isadora March regardait depuis son cadre, élégante et distante, comme pour défier ses invités de découvrir la vérité. Poirot s'avança et posa légèrement une main sur le cadre. « C'était ça, » murmura-t-il. « C'était la méthode. » Il se pencha pour examiner le mur juste en dessous du tableau. Avec des doigts délicats, il appuya sur les plinthes, à la recherche du creux qu'il avait remarqué précédemment. Cliquez,
Un petit panneau s'est déplacé vers l'intérieur, révélant une cavité étroite dans le mur. Un tube de haut-parleur, autrefois utilisé pour les communications domestiques. Poirot sourit sinistrement. Elle menait à l'aile ouest. De retour dans le salon, Poirot a réuni la famille pour ce qu'il a décrit comme une discussion préliminaire. Lady Constance était perchée sur un fauteuil en velours, sa canne argentée en équilibre sur ses genoux. Lionel flottait près de la carafe et Rosalinde était assise près de la cheminée, ses traits illisibles. Philippe s'allongeait avec aisance sur le canapé, même si ses yeux passaient constamment de Poirot à Delphine. Poirot se tenait près de la cheminée, les mains jointes. « Mesdames et messieurs, je crois que le moment est venu de partager ce que j'ai découvert. Mais comprenez que ce que je m'apprête à révéler n'est pas encore une accusation. Simplement un alignement de faits. Personne n'a parlé. » Poirot a poursuivi. Mademoiselle Isadora March n'est pas morte uniquement d'une insuffisance cardiaque. Sa disparition a été précipitée, voire orchestrée, par la peur, par la manipulation. Quelqu'un lui a chuchoté du poison à l'oreille, a utilisé l'acoustique de cette même maison pour suggérer des hantises. Ce quelqu'un voulait qu'elle soit réduite au silence. Il regarda Philippe. « Vous, monsieur, aviez un motif, une opportunité et une connaissance des anciens systèmes de ce bâtiment. Vous avez utilisé le tube haut-parleur caché dans les murs. » Philippe s'assit en avant, indigné. « C'est absurde. » Poirot haussa un sourcil. « Vraiment ? J'ai examiné les murs. Il y a un tube qui relie la salle des portraits à l'aile ouest. Votre aile ?» Philippe ouvrit la bouche pour répondre, mais Poirot leva la main. « Demain, je parlerai avec les autorités. Mais ce soir, je recommande à personne de quitter les lieux. Cette affaire touche à sa conclusion. » Il se tourna vers la porte. « Et en vérité, je crois que la révélation la plus importante reste cachée. » Sans un autre mot, Poirot partit, laissant derrière lui une pièce remplie de silence et de secrets. Chapitre 8. Les ombres sous les coups de pinceau une nuit agitée s'abattit sur Marshmonthall, la maison ancestrale, si longtemps habituée à son calme digne, semblait maintenant hérissée d'une tension invisible. Les murs mêmes bourdonnaient des secrets qu'Hercule Poirot avait découverts. Comme émus par ces révélations, les vents hurlaient contre les fenêtres, et les arbres dehors agitaient leurs branches comme des témoins troublés. Poirot, quant à lui, était assis à un bureau dans sa chambre d'amis. Une seule lampe projetant une lueur dorée sur ses notes. Le gribouillage élégant de son écriture remplissait page après page, noms, heures, croquis de l'aménagement de la maison, phrases soulignées 3 fois. Sa méthode n'était pas une simple déduction, mais une sorte de chorégraphie. Chacun soupçonne un danseur, chacun ment un faux pas. Il avait presque composé la symphonie complète. Un seul instrument est resté silencieux. Le lendemain matin, à 8 heures précises, Delphine frappa légèrement à sa porte. « Tu étais réveillé ?» dit-elle doucement en entrant. « Je pensais que tu pourrais l'être. » Poirot désigna la chaise opposée. « Mademoiselle Delphine, vous êtes très perspicace. »« Je n'arrivais pas à dormir, » a-t-elle admis. « Rosaline m'a croisé dans le couloir la nuit dernière, et elle avait l'air pâle comme un fantôme. »« La culpabilité peut être un excellent sculpteur, »
a déclaré Poirot. Cela creuse le visage plus que l'âge ou la faim. Delphine se pencha, en avant, d'une voix pressante. « Monsieur Poirot, vous croyez que quelqu'un a assassiné Isadora. Mais je dois le savoir. Pensez-vous qu'ils vont encore frapper ?» Poirot réfléchit attentivement à sa question. « Ah, ça dépend, voyez-vous. Le meurtre ne se répète pas souvent, à moins que le but ne soit pas atteint. Et dans ce cas, je crois que notre meurtrier se croit victorieux. C'est toujours ça, ma chère mademoiselle, qu'ils deviennent négligents. » Dans la salle du petit-déjeuner, le semblant habituel de politesse s'était effondré. Lady Constance s'en prenait à Lionel, qui avait renversé du café sur le chemin de table en dentelle. Rosalinde était assise rigidement, sirotant du thé sans le goûter. Philip Arkwright lisait le journal avec une indifférence théâtrale. Poirot entra avec une formalité calme. « Bon matin, » dit-il. « Laissons de côté les mensonges polis. Nous sommes tous suspects. » Philippe renifla. « Certains d'entre nous, plus que d'autres, je pense. » Poirot lui fit un mince sourire. « Tout à fait, monsieur. » Il se tourna vers Lady Constance. « Puis-je emprunter la clé du grenier ?» Elle cligna des yeux. « Le grenier ? Pourquoi faire ? » « Parce que, répondit-il, je crois que le dernier indice ne se trouve pas dans le passé, mais littéralement au-dessus de nous. Le grenier de Marchmont. » Hall était un endroit poussiéreux et oublié. L'air était chargé de boules à naphtaline, de vieux bois et d'odeurs de moisissure. Des toiles d'araignées se balançaient doucement entre les poutres et des meubles oubliés étaient drapés dans des draps blancs comme des personnes en deuil à une veillée funéraire. Poirot se déplaçait avec précaution, méthodiquement, examinant le plancher et les étagères. C'est Delphine, qui le suivait avec une bougie, qui remarqua la peinture à l'huile posée dans un coin. « Monsieur Poirot, regardez ça. » Il se tourna et regarda. C'était un portrait, mais pas d'Isadora. Celui-ci représentait une femme d'une trentaine d'années, frappante et sombre, avec des yeux incomparables, vifs, gris-vert, intelligents. Elle portait un châle cramoisi sur ses épaules et tenait à la main une délicate broche, un serpent d'or aux yeux émeraudes. Delphine haleta. « C'est Rosalinde ?» Poirot se rapprocha. « En effet, mais plus jeune, beaucoup plus jeune. Et ce tableau n'est pas signé. » Il le retourna soigneusement. Au dos, légèrement griffonné au fusain, se trouvait un seul mot : regret. Delphine toucha ses lèvres. « Elle l'a peint elle-même. » Poirot hocha la tête. « Et puis, je l'ai caché. » Il recula et regarda encore une fois autour de lui. Ses yeux tombèrent sur une malle antique dans un coin. Il s'en approcha, déverrouilla les charnières en laiton et souleva le couvercle. À l'intérieur des papiers profanes, des dessins et plusieurs photographies. Une photographie attira immédiatement son attention. Un groupe de voyageurs devant un temple de pierre, Isadora, Philippe, Rosalinde et un homme que Poirot ne reconnut pas. Le dos de la photo était étiqueté « Gizeh, 1912 ». « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Delphine. Poirot sourit faiblement. « La vérité. » En fin d'après-midi, Poirot avait convoqué tout le monde à la bibliothèque. L'ambiance était sombre. Lady Constance était assise impérieusement, les mains étroitement jointes. Lionel se tenait près de la fenêtre,
tripotant sa chaîne de montre. Rosalind entra la dernière et prit le siège le plus éloigné de tout le monde, le visage illisible. Poirot ne perdit pas de temps. « Mes amis, dit-il, je crois que je connais désormais la forme complète du crime commis entre ces murs. » Une lueur de malaise traversa les traits de Rosalind. Poirot montra la photo. « Cela a été pris il y a 13 ans, lors d'une expédition en Égypte. Vous avez tous entendu ici des murmures du cœur de Samarcande. Ce que vous n'avez pas entendu, c'est que le rubis a été volé chez un collectionneur et privé, pas dans une tombe, et ramené en Angleterre, en secret. Des halètements se répercutèrent dans la pièce. Poirot a poursuivi. Mademoiselle Isadora March possédait une conscience rare. Des années plus tard, la culpabilité la rongeait. Elle souhaitait rendre le rubis, ou à tout le moins révéler la vérité. Mais quelqu'un ne l'a pas permis. Il se tourna brusquement vers Philippe. « Vous l'avez menacé. Vous avez utilisé le tube haut-parleur caché derrière le portrait pour la plonger dans la peur et le silence. » Philippe se leva, le visage rougi. « C'est un mensonge. » Poirot ignora l'explosion. « Mais ce n'est pas vous qui avez porté le coup final. Non, c'était quelqu'un d'autre, quelqu'un qui avait plus à perdre. » Il traversa lentement la pièce et plaça le portrait non signé sur une table d'appoint. « Voici, dit-il, c'est la clé. C'est un autoportrait peint par Rosalind March. » Tous les regards se tournèrent vers Rosalind. « Il était caché dans le grenier, » a expliqué Poirot. « Je crois qu'il a été peint en 1913, peu après votre retour d'Égypte. » La voix de Rosalind était faible. « Vous l'avez trouvé ? » ?»« Je l'ai fait. Parallèlement à cela, il brandit la broche du tableau récupéré dans le coffre. Il appartenait au propriétaire original du rubis. Un cadeau, peut-être. Quand Isadora a annoncé son intention de dire la vérité, vous aviez peur d'être découvert. Ruine financière. Scandale. Rosalind se leva lentement. Son visage était pâle, ses mains tremblaient. « Je ne l'ai pas tué, » murmura-t-elle. « J'ai mis quelque chose dans son verre, pour la calmer. Je ne savais pas... Je ne voulais pas dire. » La voix de Poirot était douce mais ferme. « Vous aviez peur qu'elle parle. Vous vouliez seulement la retarder. » Mais votre interférence, combinée à son cœur faible et au stress des chuchotements, est devenue fatale. Il y eut un long silence. Ensuite, Lady Constance parla, sa voix cassante. « Rosalind, espèce de fille idiote. » Poirot se tourna vers Delphine. « Auriez-vous la gentillesse, mademoiselle, d'appeler l'inspecteur Japp à Londres ? Il voudra prendre la déclaration de Miss March. » Delphine hocha la tête et quitta tranquillement la pièce. Rosalind se laissa tomber sur sa chaise, ces dernières forces l'abandonnant. Philippe se détourna et Lionel se servit à boire les mains tremblantes. Poirot, comme toujours, resta calme. Il ramassa le portrait non signé et regarda les yeux peints de Rosalind March. Tant de chagrin, tellement de fierté. « Ah, murmura-t-il, je regrette vraiment. » Chapitre 9. Sur les traces des ombres, l'atmosphère dans Marchmont Hall était calme après la confession discrète de Rosalind. Son arrestation n'a pas été l'affaire dramatique que beaucoup pourraient imaginer. Elle était partie avec l'inspecteur Japp sans protester, les épaules carrées, le visage illisible.
D'une certaine manière, cela avait été un soulagement pour eux tous. Poirot, cependant, n'était pas encore satisfait. Il se tenait dans le salon tard dans la soirée, le portrait d'Isadora Marsh, de nouveau debout, au-dessus de la cheminée. C'était une pièce étrange, envoûtante et belle, bien que désormais dépouillée de sa fausse aura. Les chuchotements avaient disparu. Le tube du haut-parleur retiré, les mécanismes exposés. Il regarda le tableau, les bras croisés, les sourcils froncés par la réflexion. « Quelque chose te trouble encore, n'est-ce pas ?» demanda Delphine, en entrant avec 2 tasses de thé. Elle lui en tendit un. Poirot le prit, hochant légèrement la tête. « Merci, mademoiselle. »« Oui, quelque chose ne va pas aussi bien qu'il le devrait. Rosalinde a tout admis. Elle a admis avoir empoisonné la boisson d'Isadora avec l'intention de la retarder, oui. Mais cela seul ne l'a pas tuée. Nous avons supposé que son cœur avait lâché à cause de la peur et du stress, aggravés par la substance contenue dans son thé. » Poirot se dirigea vers la fenêtre, regardant les jardins scintillants de givre. « Mais Isadora avait une forte volonté, » a-t-il poursuivi. « Et il y avait quelque chose dans le rapport du coroner que j'ai trouvé étrange. » Delphine fronça les sourcils. « Bizarre en quoi ?» Poirot se tourna vers elle. Il y avait des ecchymoses sur son bras, subtiles, mais cohérentes avec une prise. Quelqu'un l'a saisie avec force. Rosalinde a insisté sur le fait qu'elle n'était pas présente dans la pièce lorsqu'Isadora s'est effondrée. Elle lui a administré le médicament plus tôt et est partie. Delphine cligna des yeux. « Êtes-vous en train de dire que quelqu'un d'autre était là quand elle est morte ?» Poirot hocha la tête. « Oui, et cette personne a veillé à ce qu'Isadora ne puisse jamais parler. » Le lendemain matin, Poirot recommença, interrogeant le personnel de maison, retraçant ses traces, comparant les délais. C'était un travail fastidieux, mais le moindre détail pouvait révéler la véritable image de la situation. Il a parlé avec la femme de ménage, Elsie, qui avait retrouvé le corps d'Isadora. « Elle était juste allongée là, monsieur. Si paisible, trop paisible, vraiment. Sa main était sur sa poitrine, comme si elle avait eu peur. » Poirot a demandé qui était entré et sorti de l'aile ouest ce jour-là. Elsie réfléchit longuement. « J'ai vu monsieur Lionel sortir de la bibliothèque cet après-midi-là, mais il n'a rien dit. Il avait l'air un peu rouge, si je me souviens bien. » Les yeux de Poirot se sont aiguisés. « Rincy ? » ?»« Oui, monsieur. Comme s'il avait couru ou quelque chose du genre. » Et plus tard dans la soirée, il a continué à faire les 100 pas dans la véranda en marmonnant pour lui-même. Poirot la remercia et se rendit directement au bureau de Lionel. Lionel leva les yeux d'un échiquier sur lequel il s'était intrigué. « Ah, monsieur Poirot, vous venez arracher encore d'autres aveux ?»« Peut-être, » dit calmement Poirot. « Ou peut-être, pour trouver un motif derrière une main silencieuse. » Il s'assit en face de Lionel. « Vous étiez dans l'aile ouest le jour de la mort d'Isadora. Vous avez prétendu que vous lisiez dans la bibliothèque. » Lionel hésita. « Oui, c'est vrai. Pourtant, elle s'y t'a vu sortir, l'air échevelé. » Une pause. « Je suis peut-être allé me promener, oui. J'avais besoin d'air. » Poirot leaned forward. « Monsieur, the truth, s'il vous plaît. » Le sang-froid de Lionel faiblit. Il regarda l'échiquier, comme s'il espérait que cela donnerait une issue plus favorable. Finalement,
Il parla. Très bien. Je suis allé voir Isadora. Je voulais qu'elle retire son soutien à Rosalinde. Je pensais qu'elle allait nommer son unique héritier, et je ne lui faisais pas confiance. Poirot ne dit rien, se contentant de regarder. Je suis allé parler, c'est tout. Mais elle est devenue furieuse. Elle m'a traité de lâche. Je me suis mis en colère. Je lui ai attrapé le bras, juste un instant. Puis je suis parti. Je le jure. La voix de Poirot était douce. Mais tu l'as laissée en... Vie, la tête de Lionel tomba. Oui. Elle était toujours assise sur sa chaise quand je suis sorti. Tremblante, mais vivante. Je ne l'ai pas tuée. Poirot le croyait. Le désespoir dans la voix de Lionel n'était pas de la culpabilité. C'était de la peur. La même peur qui avait poussé de nombreuses personnes dans la maison au secret. Non, ce n'était pas Lionel. Mais il avait aidé. Ce soir-là, Poirot s'assit de nouveau avec Delphine dans la galerie où les portraits de famille étaient accrochés comme des Fantôme du passé. Il regarda à nouveau longuement et attentivement le tableau d'Isadora. C'était une femme intègre, dit-il doucement, entourée de gens qui craignaient la vérité plus que les conséquences. Delphine hocha la tête. Vous pensez toujours qu'il y a quelqu'un d'autre impliqué? Oui, et je crois que je sais maintenant qui. Il se leva brusquement et parcourut le couloir, passa la cage d'escalier et entra dans le bureau de Lady Constance. Elle leva les yeux d'une pile de correspondances, son regard froid rencontrant le sien. « Monsieur Poirot. »« Madame, dit-il, vous avez été très prompte à blâmer Rosalinde. Vous avez insisté pour cela. Pourquoi ?» Les mains de Lady Constance s'immobilisèrent. « Parce que je croyais qu'elle l'avait fait. »« Mais tu l'as fait ?» demanda Poirot. « Vraiment ?» Elle s'est levée. « J'ai protégé cette famille, monsieur Poirot. Je l'ai toujours fait. » Poirot fit un pas en avant. « Même de lui-même ?» Une longue pause. « Oui, » murmura-t-elle. Poirot la regarda avec des yeux tristes. « Vous avez vu le portrait ? Vous avez réalisé qu'Isadora se préparait à révéler non seulement la vérité sur le rubis, mais surtout le vol, la trahison, les dommages causés au nom de votre famille. » Lady Constance restait silencieuse. Elle vous a dit qu'elle irait voir les autorités. Vous avez essayé de la persuader. Elle a refusé. Alors vous êtes allé la voir ce soir-là. Il a attendu, et puis, de la voix la plus douce qu'il ait entendue, Lady Constance dit « Elle ne m'a pas laissé le choix. » Poirot ferma les yeux. Vous avez administré l'acte final. Vous avez été le dernier à la voir vivante. Et vous avez veillé à ce qu'elle ne parle plus jamais. Elle allait tout démolir, dit amèrement Lady Constance. Mon mari a construit cette maison. Cet héritage familial, et elle l'aurait jeté pour se donner bonne conscience. Poirot ouvrit les yeux. Mais maintenant, le prix à payer, c'est votre liberté. Elle fit un léger signe de tête, presque royal. C'est peut-être cela la justice. Plus tard dans la nuit, alors que l'inspecteur Japp se préparait à arrêter Constance, Poirot se tenait dehors dans le jardin avec Delphine. L'air était vif et les étoiles au-dessus étaient de brillantes piqûres d'épingles dans un ciel de velours. « Je n'arrive pas à croire que c'était elle, » murmura Delphine. « J'ai toujours pensé qu'elle était froide. Mais capable de tuer ? Capable de tuer ? » Capable, oui,
a déclaré Poirot. Mais pas cruelle. Elle croyait vraiment qu'elle protégeait quelque chose. Et Rosalind? Elle devra également faire face à des conséquences. Son crime était dû à la négligence, peut-être à la Lâcheté, mais pas à l'intention. Delphine soupira. Tout cela est tellement tragique. Poirot pencha la tête. Non, mademoiselle, c'est humain. Les gens ne sont pas des monstres, mais ils sont souvent faibles, et quand la vérité menace ce qui leur est cher, ils choisissent parfois l'ombre plutôt que la lumière. Delphine frissonna légèrement et se rapprocha. Que se passe-t-il maintenant? Poirot sourit faiblement. Maintenant, le portrait final doit être peint. Toute la vérité mise à nu. Et puis... Alors nous nous reposons. Chapitre 10. Poirot peint le portrait final. L'aube se levait claire et froide sur Marchmont Hall. Le givre dessinait les bords des hautes fenêtres et une légère lueur rose touchait les collines lointaines au-delà du domaine. Dans le salon, Hercule Poirot se tenait pour la dernière fois devant le portrait d'Isadora March, le feu projetant des ombres dansantes sur la toile. C'était calme maintenant, étrangement. Lady Constance avait été placée en garde à vue la veille, au soir, et Rosalind restait assignée à résidence en attendant la pleine mesure du jugement de la loi. Seuls Poirot et Delphine restèrent dans le hall, les autres s'étant dispersés comme des feuilles après une tempête. Delphine entra doucement, les cheveux noirs tirés en arrière, les yeux cernés d'insomnie. « Tu as dit que tu expliquerais tout ce matin, » dit-elle. Poirot se tourna vers elle avec un petit signe de tête. « Oui, mademoiselle, il est temps. » Elle se laissa tomber dans l'un des fauteuils, les mains enroulées autour d'une tasse de thé. Poirot resta debout, le feu vacillant, derrière lui comme une lumière de scène lors d'un acte final. « Vous voyez, commença-t-il, la tragédie de Marchmont Hall n'a jamais été un simple cas de meurtre pour de l'argent, ni de jalousie, ni même de vengeance. C'était, comment dire, une tragédie familiale, née de secrets, d'orgueil et de peur. » Delphine le regardait tranquillement alors qu'il se dirigeait vers le centre de la pièce. Isadora March, fière et fondée sur des principes, avait découvert une vérité enfouie depuis trop longtemps. Que le rubis qu'elle chérissait, celui nommé The Crimson Heart, était un faux. Le vrai avait été volé il y a des années et vendu. La tromperie avait été orchestrée par son propre mari, dont les dettes l'avaient poussé au désespoir. Il fit un geste doux en l'air, comme s'il conjurait des fantômes. Elle avait prévu de révéler cette vérité et de restaurer la réputation de la famille March, ironiquement, en la démolissant. Elle a écrit des lettres, commandé des documents et, peut-être le plus fatal, elle a fait peindre son portrait avec le rubis, avec l'intention de l'utiliser dans son exposé. Delphine cligna des yeux. Mais le rubis... Oui, celui du portrait, était authentique. Elle l'avait récupéré par des voies détournées. Elle comptait le dévoiler parallèlement à ses aveux, mais ses intentions ont alarmé son entourage. Poirot marchait lentement, sa voix douce et précise. Rosalind, craignant d'être déshéritée, ou pire, impliquée, a décidé d'agir. Elle n'avait pas l'intention de tuer. Elle souhaitait simplement bloquer l'annonce d'Isadora en droguant son thé. Mais le destin est intervenu. Il se tourna maintenant, ses yeux rivés sur ceux de Delphine.
Lady Constance, ayant réalisé les intentions d'Isadora et craignant la ruine du nom de March, est allée la voir le soir même. Il y a eu une confrontation. Isadora était déjà faible à cause de la drogue, agitée, furieuse. Dans un dernier acte de panique et de conviction, Constance a pressé sa main sur la poitrine d'Isadora, peut-être avec trop de force. « Elle l'a fait taire », murmura Delphine. Poirot hocha la tête. Pour toujours, il y eut un moment de silence entre eux. Delphine regardait le feu. Et les chuchotements ? Une invention de tromperie, répondit Poirot. Le tube haut-parleur caché derrière le mur permettait à quelqu'un, Rosalind, dans ce cas, d'activer des chuchotements à distance. Une voix fantomatique destinée à terrifier et à confondre. Peut-être qu'elle espérait plonger sa tante dans le doute, ou peut-être simplement la distraire. Quoi qu'il en soit, cela a créé une illusion qui a voilé encore plus la vérité. Il se dirigea vers la fenêtre et contempla les collines du domaine. Tout a conspiré pour empêcher la vérité de faire surface. La peur, l'ambition, et même une loyauté mal placée. Mais comme toujours, la vérité, elle sortira. Delphine se levait maintenant, s'approchant pour se tenir à côté de lui. « Qu'arrive-t-il au domaine ?» elle a demandé. Poirot sourit faiblement. « Cela, mademoiselle, sera déterminé par les tribunaux. Mais j'imagine que le nom de March continuera, peut-être tempéré par l'humilité. » Elle hocha la tête pensivement. « Et vous, monsieur Poirot ?» Il se tourna vers elle. « Je prendrai le prochain train pour Londres. J'en ai assez des fantômes et des galeries, je pense. » Delphine hésita. « Avant de partir, il y a quelque chose que je veux te montrer. » Elle le conduisit dans un couloir étroit, au fond du couloir, au-delà des salles formelles, jusqu'à une porte verrouillée. Elle l'ouvrit et alluma les lumières. C'était un vieil atelier poussiéreux, mais rempli de toiles. Portraits dans divers états d'achèvement. Chevalet. Un refuge de peintres oubliés. Depuis longtemps, elle venait ici, dit Delphine. Même après avoir arrêté de peindre publiquement. Isadora. C'était son sanctuaire. Poirot regarda lentement autour de lui. Il pouvait presque voir le fantôme d'Isadora appliquant de la peinture sur la toile, les mains fermes, les yeux résolus. Delphine se dirigea vers un chevalet couvert dans un coin. « J'ai trouvé ça après sa mort, » dit-elle, en retirant le tissu. C'était un deuxième portrait, un autoportrait. Pas grandiose comme celle de la galerie, mais intime. Isadora, assise non pas en matriarche, mais en femme. Son visage s'adoucit avec l'âge, ses yeux clairs, un léger sourire jouant sur ses lèvres. Poirot l'étudia en silence. « Je pense qu'elle a peint ça pour elle-même, » murmura Delphine, « pour me rappeler qui elle était, vraiment. » Il se tourna vers elle et acquiesça solennellement. Et alors il faut le préserver. Plus tard, dans l'après-midi, Poirot a fait ses adieux aux quelques membres du personnel restant. Alors qu'il sortait dans l'air hivernal, le ciel était devenu d'un bleu vif et cassant. Il s'arrêta au pied des marches de pierre et regarda une dernière fois Marchmont Hall. Delphine arriva à la porte, son manteau bien serré autour d'elle. « Merci, monsieur Poirot, » dit-elle. Il a levé son chapeau. « Cela m'a fait plaisir, mademoiselle, quoique je préfère les cas sans pareil chagrin. » Elle lui fit un sourire triste. « Et pourtant, vous apportez de la clarté là où il n'y avait que du brouillard. » Il inclina la tête. « La clarté, oui. Mais la guérison,
cela doit venir de l'intérieur. Alors qu'il se retournait et descendait l'allée, le vent se leva légèrement, bruissant les arbres, comme un adieu murmuré. Quelque part, dans la grande maison, le portrait d'Isadora Marsh regardait, enfin silencieux, et au cœur de Poirot, alors qu'il montait à bord du train pour Londres, le puzzle a pris sa place finale, élégant, complet, et en paix, et en paix.